Yeah! C'est fabuleux! Thomas Levet. Les Grecs. Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr. Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du golf. Cette semaine, nous parlerons des Américains qui ne digèrent visiblement pas leur défaite en Ryder Cup. Et nous parlerons également de l'actu des différents circuits. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Thius, Martin Coulon, Benjamin Cadieux du Journal du golf. Salut messieurs. Salut JP. Ouais, salut. Salut JP. Alors Benjamin, vous êtes un peu absent, encore la gueule de bois de cette Ryder Cup, on a du mal à redescendre de notre petit nuage. Ouais, on a tous du mal à revenir à la réalité, même si la Ryder elle a quand même été bien concrète pendant une semaine. C'est dur de se dire que ça n'arrivera peut-être plus de notre vivant, quoique d'ailleurs, on ne sait pas. Hein. Est-ce que le golf national a un avenir comme le Belfry à accueillir plusieurs fois la Ryder Cup? Ça serait chouette. À rentrer dans la rotation de la Ryder, ouais, même s'il n'y en a pas vraiment. Ouais, on serait tous prêts à remettre 3-4 euros par an pendant quelques années sur nos licences pour revivre ça en tout cas. Et j'espère surtout qu'on posera un peu nos conditions par rapport à la première fois. Martin, un peu la gueule de bois. Maintenant, on attend quoi? On attend l'Open de France, c'est ça? Qu'est-ce qu'on attend? Ne fais pas plus déprimer que ça, s'il te plaît, Jean-Philippe. Même si j'adore ce tournoi qui est l'Open de France et que c'est un très beau tournoi. Ouais, non, évidemment, c'est pas une gueule de bois, c'est une descente totale en mode. Surtout qu'on l'attendait depuis quasiment 5-6 ans, quoi. Depuis 2011, où on avait obtenu cette compète-là et depuis, ouais, c'est presque depuis les 6 derniers mois qu'on attend vraiment à bloc et que ça devenait de plus en plus concret et ça l'est devenu vraiment pour nous depuis ces 2-3 derniers mois et là de ne presque entre guillemets plus avoir grand-chose à faire et à penser à autre chose et trouver d'autres défis et d'autres moments aussi forts, aussi puissants, aussi beaux parce que c'était juste beau quoi. Bah, ça va être compliqué quoi. C'est vrai qu'il y a les JO en 2024 au national. Ce sera différent, notre délire, beaucoup moins de monde, mais ça peut être très chouette. Beaucoup aussi. moins de monde, on n'en sait rien, on se doute forcément. Mais... moins de monde. Tu les as entendus les grillons dans ma tête là. Non, il y aura joue peut-être plus. du monde, mais il y aura moins de monde, ça c'est sûr. Et puis ce ne sera pas du match play. Ouais, en tout cas, ceux qui l'ont encore mauvaise, hein, c'est les Américains. Hein. C'est un peu comme les Belges en football. Hein, ils ont un peu le seum. C'est ricain. Et d'ailleurs, les joueurs américains ont lancé des premiers tirs, notamment Patrick Reed auprès de Jim Furyk et notamment de Jordan Spieth dès la fin de la compétition. Mais ils ont vraiment la défaite évidemment amère parce que c'est jamais agréable de perdre, mais je les trouve vraiment pas très très classe en fait dans la façon dont les choses sortent. Bon, évidemment, quand on perd, c'est parce qu'il n'y a pas eu de cohésion, blablabla. Mais ouais, les sorties de Reed, les sorties de Fury qui se fait déchirer la tronche un peu de façon un peu moche parce que moi je trouve que c'est un capitaine qui a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait cette semaine-là, à savoir des joueurs qui n'étaient pas forcément spécialement en forme pour ceux qu'on attendait, en genre Tiger ou Mickelson, et puis une mésentente dans le vestiaire qui était flagrante. Donc le gars il a fait ce qu'il pouvait, lui déchirer la tronche comme ça, je trouve ça vraiment pas très fair. Alors Martin, on va justement appeler Sébastien Audou pour en discuter. On le rappelle, hein, Sébastien Audou, il commentait sur Canal+ il y a quelques années. Il était chroniqueur à Journal du golf. Spécialiste du PGA Tour. On l'appelait même The Bible pour les connaisseurs. Et voilà, il connaissait plein de stats. Et on va le joindre tout de suite. Il est évidemment fan des joueurs américains et de l'équipe américaine et du PGA Tour. Il va nous donner son avis sur la question, Sébastien. Sébastien, bonjour. Comment allez-vous ? Bonjour. Très bien. Alors Martin nous le disait justement, il notait lui dans cette défaite américaine le manque d'ambiance dans l'équipe. Est-ce que c'est votre avis aussi ça peut expliquer cette défaite ou alors c'est totalement autre chose pour vous ? Le manque d'ambiance dans l'équipe, oui, c'est vrai. Moi je pense que le principal problème américain, et il est assez récurrent, c'est le manque d'intérêt qu'ils ont pour la Ryder Cup versus les Européens. Qu'on voyait Molinari qui dit que c'est le plus bel événement qu'on puisse jouer. Je pense qu'il n'y a pas un seul Américain qui pense ça. En tout cas, un Américain après quelques années de carrière. On voit que souvent les Américains, lorsqu'ils arrivent sur le tour, que leur carrière amateur est encore récente, ils adorent la Ryder Cup. Il suffit de se souvenir de Bubba qui en 2010, lorsqu'il perd le PGA en play-off à Whistling Straits, il est ravi parce qu'en fait, malgré la défaite en play-off, il se qualifie pour la Ryder Cup. On se souvient de l'enthousiasme de Fowler
à sa première Ryder Cup la même année d'ailleurs aussi. Ou même Billy Horschel qui avait dit quand il gagne la FedEx Cup qu'il était un peu dégoûté de ne pas être en rider. Même Thomas. C'est vrai. C'est vrai, mais je pense qu'aujourd'hui, Bubba Watson, depuis qu'il a 2 vestes vertes dans le placard, il n'a pas tout à fait la même appréciation de la Ryder Cup. Ricky Fowler, depuis qu'il a brillé dans plein de grands tournois, depuis qu'il a gagné le Players, il n'a pas tout à fait la même appréciation de la Ryder Cup. Et je crois que la grosse différence, elle est là. Ça s'atténue un peu côté américain lorsqu'ils sont chez eux, parce qu'en fait là c'est le patriotisme exacerbé et notamment du public qui prend le dessus et qui leur donne la motivation d'aller gagner ce tournoi. Mais effectivement, lorsqu'ils sont en Europe, ça les bouleverse pas. D'autant que, en plus, dans l'équipe, ils ont aussi quelques joueurs qui, de toute façon, seront bouleversés par assez peu de choses. Je pense notamment à Johnson et Koepka. Koepka, il gagne le PGA, on a l'impression que qu'il vient de s'arrêter à une station-service sur la route des vacances. Donc bon, voilà, ça, c'est déjà des joueurs chez qui même une victoire en majeur n'a pas l'air de les bouleverser beaucoup. Donc la Ryder Cup, effectivement, à mon avis, donc l'avenir au terme d'une longue saison. L'avenir des Européens chez eux sur leur sol est assuré. Alors à vous écouter, Sébastien. La victoire. Oui, la preuve, c'est que là, ils ont assez largement dominé une équipe qui était pourtant sur le papier très forte. Alors bon, historiquement, en Ryder Cup, quasiment à chaque édition, les Américains étaient plus forts sur le papier et il y a eu des grosses défaites à la clé et pas uniquement cette année. Donc oui, je pense que s'ils n'ont pas gagné depuis si longtemps en Europe, c'est en partie pour cette raison. Après, il y a d'autres raisons plus précises, plus objectives, notamment le parcours. Il y a les très bonnes datas que j'ai un peu diffusées là de 15 Club qui ont bossé pour l'European Tour, qui montrent que le golf national cette année rater le fairway était beaucoup plus pénalisant, beaucoup plus que dans n'importe quel tournoi du PGA Tour. Sébastien, je vous coupe parce que Benjamin a une question. Il fait la moue un peu. Benjamin. Non, je voulais juste pas parler du parcours, c'était du calendrier du PGA Tour. C'est comment les Américains peuvent arriver frais à une Ryder Cup après une nuit dans l'avion, le décalage horaire, etc. Quand on vient de jouer la FedEx Cup et pour 10 millions de dollars pendant 4 semaines. Et en l'occurrence, le calendrier va changer dès cette année, dès 2019, le Tour Championship, donc le circuit américain. Mais pour la Ryder, ça a en vue d'une d'aménager le. Non. Ah, pas du tout. Non, ça n'a aucun rapport. Mais le Tour s'en fout complètement. Voilà, en tout cas, le Tour Championship s'achèvera fin août. Et donc ça laissera 3 semaines aux joueurs pour se reposer et arriver à la Ryder Cup dans un état de fraîcheur bien meilleur que celui de Woods en l'occurrence à la Ryder Cup. Alors Sébastien, continuez sur ces stats qui étaient très intéressantes sur justement le golf national. Bah oui, on voit que si on compare le golf national à tous les tournois réguliers du PGA Tour, alors c'est hors majeur. On voit que le golf national, rater le fairway était beaucoup plus pénalisant que dans n'importe quel autre tournoi du PGA Tour. On le sait, c'est pas franchement une surprise de ce que je dis, mais ça a évidemment joué, d'autant que le parcours a été parfaitement préparé, comme l'a dit très justement Mickelson, pour favoriser les Européens qui étaient sans doute moins puissants, mais plus précis que les Américains. Même si quand même, les Américains ont déjoué même à ce niveau-là, que Mickelson rate beaucoup de fairway, certes. Maintenant, quand on a un mec comme Brooks Koepka qui gagne 2 US Open, enfin, je crois qu'à Shinnecock, c'était assez pénalisant aussi de rater le fairway, ça l'a pas empêché de gagner. Donc il y a quand même, il y a le parcours et il y a aussi des Américains qui, même si je dirais le setup du parcours et le parcours en général ne les avantageait pas, ont en plus déjoué par rapport à leur niveau habituel. Donc quand vous avez le setup qui vous convient pas exactement et qu'en plus vous jouez plus mal que d'habitude, ça donne le résultat qu'on a vu, à savoir une domination côté européen. Martin, une réaction? Ouais, Seb, moi c'était une question justement par rapport à ce parcours qui évidemment a été le 14, le 15e, le 16e homme, on sait même plus tellement il a joué son rôle dans cette Ryder Cup côté européen en tout cas. Tu parlais de Phil Mickelson et Mickelson qui a fait une sortie un peu un peu à la Mickelson la semaine d'après sur le PGA Tour. C'était une perte de temps pour son âge de jouer dans des roughs comme ça. De jouer sur des parcours avec des roughs comme ça, c'était une perte de temps pour lui et il disait concrètement que voilà, c'est pas. Il a pourtant joué l'US Open. C'est pas le style de golf qu'il aime développer. Moi, ça me fait halluciner d'entendre des joueurs de ce calibre-là dire ce genre de bêtises absolues, parce que pour moi c'est une énorme bêtise. Pour moi c'est des joueurs qui sont d'absolus joueurs de golf. Qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que tu as trouvé ça débile? Et surtout Martin, une parenthèse, c'est que Mickelson était venu repérer le national. Voilà, il savait quoi s'attendre au mois de juillet.
Moi, j'ai plusieurs réactions par rapport à Mickelson. Je l'ai un peu défendu. D'une, parce qu'on est quand même content d'avoir des joueurs comme ça qui s'expriment avec une telle franchise auprès des médias. Et ça, je pense que déjà, on peut que s'en réjouir. Ça nous évitera la langue de bois. C'était un joli parcours, très agréable à jouer. C'est ce qu'il disait en début de semaine de Ryder, d'ailleurs. Voilà. Très franc, parfait. Donc, premier truc. Qu'il ait pas envie de jouer ça à son âge, oui, il a envie de moins jouer. Voilà, bon, il a une période de sa carrière où voilà, ça c'est un truc purement personnel. Après, là où il a un petit argument, je dirais, c'est peut-être sur la notion de jouabilité. C'est un truc qu'on a beaucoup reproché à l'US Open pour le coup par le passé, où quand vous êtes dans le rough, de toute façon vous n'avez pas de shot, c'est pas que vous êtes pénalisé, c'est qu'en fait il y a qu'un seul shot à faire. Donc en fait soit vous êtes sur le fairway, soit vous ratez le fairway et vous n'avez pas de shot. Pendant longtemps l'US Open c'était ça. Et on avait des vainqueurs du US Open comme Corey Pavin, Lee Jansen, voilà, des joueurs qui, malgré toute leur qualité, ne faisaient pas fondamentalement rêver. Et bizarrement, pas de Phil Mickelson. Il a fait 6 ou 7 fois deuxième quand même. 6 fois deuxième. Voilà. Mais alors on peut se poser la question, pourquoi Mickelson a accepté cette wildcard, pourquoi il n'a pas appelé Furyk et a dit bon bah écoute là ce parcours il n'est pas pour moi, prends quelqu'un d'autre? Parce que je pense que Mickelson est conscient de sa valeur, y compris de sa valeur marchande. Je pense que pour la PGA of America, pour NBC, c'était hyper important d'avoir Mickelson et Woods dans l'équipe. Donc c'est que du business en fait à ce niveau-là. C'est une partie de business et Mickelson il en est parfaitement conscient. Et dans ce cas de figure-là, c'est vrai qu'on a beaucoup dit pourquoi Mickelson ne refuse pas la wildcard. Parce que ça me semble hyper difficile de le faire. Et puis attention, moi, je veux bien qu'on dise effectivement Mickelson, le setup, c'est pas exactement fait pour lui. Mais enfin, Mickelson, il gagne un championnat du monde cette année. Il fait, je sais plus combien de top 10 cette année, de top 25. En gros, c'est une fausse excuse, quoi. Il fait une bonne saison. Et c'est un pur joueur de golf. C'est un pur joueur de golf qui sait s'adapter aux conditions de jeu qu'on lui offre. Et il est au courant de ces conditions de jeu-là. C'est ça qui m'a. Oui, mais Mickelson n'a jamais été un driver précis. Ah oui, et à partir de là, là où il a un argument, c'est que quand effectivement il y a globalement un shot possible depuis le rough, évidemment lui il est fortement pénalisé. À ce moment-là, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de ne jamais quitter le fairway. Et après, si vous voulez, c'est deux oppositions, c'est-à-dire que c'est le setup parfait pour favoriser les Européens, pas forcément pour favoriser le spectacle. Mais le résultat est là, les Européens ont gagné. Et je crois que côté équipe européenne, côté organisation European Tour, personne ne va regretter d'avoir fait ce setup-là. Après, c'est le jeu aussi, c'est le capitaine européen qui choisit le setup du parcours. Exactement. Benjamin. Exactement. À Medina, il n'y avait pas du tout de rough, et bon, ça n'a pas empêché les Européens de remonter le dernier jour. Pardon. Ce qu'il faut rappeler, c'est que surtout que Phil Mickelson est arrivé cramé à la Ryder Cup. Il a joué 8 fois en 9 semaines. Il n'a pas arrêté depuis le British Open. Mais ça, effectivement, c'est un gros souci. Surtout quand on a 48 ans et qu'on arrive avec un état de forme très, très faible. Seb, quand même, on a l'impression que les Américains, l'année dernière, ils se sont baladés en President's Cup et ça fait un an qu'ils disaient on va faire la même chose en Ryder Cup. Toute la presse, tout le monde les voyait gros comme une maison, certains autour de cette table aussi. Et puis là, une fois que ça se passe pas bien, ça y est, tout à coup, ça les intéresse plus, la Ryder Cup. Enfin, les déclarations avaient quand même pas mal changé depuis 2 ans. Mickelson, quand il prend la parole face à Tom Watson pour la task force et qui détruit Tom Watson en conférence de presse, on avait quand même l'impression que les Américains avaient changé, qu'ils accordaient de l'importance à la Ryder Cup. Et là, on a l'impression que maintenant que c'est perdu, ça y est, c'est pas grave. À domicile, la Ryder à domicile. Non, moi je pense qu'ils attachent de l'importance à la Ryder Cup lors de la cérémonie de clôture, lorsqu'ils ont gagné la Ryder Cup à domicile. Voilà, c'est le seul moment où ils attachent une importance très importante à la Ryder Cup. Voilà. Après, ils vont pas dire pendant 2 ans avant. De toute façon, on s'en fout. C'est une épreuve exhibition, comme l'avait dit McIlroy d'ailleurs il y a quelques années. Il s'en était excusé. Il est bien revenu là-dessus. Mais voilà. Enfin, je pense que c'est c'est une problématique culturelle. Nous, on aimerait en tant qu'Européens que les Américains aiment autant la Ryder Cup que nous, parce que ça valorisera encore plus la victoire qu'on a face à eux. Mais on n'a pas à attendre ça de leur part, tant pis. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que d'avoir des très belles Ryder Cup. Ils sont quand même un peu hypocrites parce que ça fait 2 ans où, après leur task force, qu'ils ont changé, qu'ils s'y intéressent. Jordan Spieth, Patrick Reed, Justin Thomas, ils disent tous la Ryder. 2014.
2014 quoi. La Task Force. La Task Force. Voilà, après mais, la Ryder Cup 2014. il y a 2 ans, ils disaient que ça avait changé. L'année dernière, ils gagnent la President's Cup et ils disent bon ben voilà. Ils gagnent toujours la President's Cup en fait. Donc, oui, mais ils s'attendaient quand même et ils disaient qu'ils allaient aussi gagner la Ryder Cup dans la foulée. Et on a l'impression qu'une fois qu'ils ont perdu, c'est mauvais perdant, un peu comme la Belgique en foot après avoir perdu contre les Français. Mais c'est vrai, mais d'ailleurs, Phil Flynn a écrit un très bon papier là-dessus pour dire qu'une des qualités qu'ils n'avaient pas par rapport aux Européens, c'était d'être plus gracieux dans la défaite. Après, ça n'a pas empêché quelques Européens de se plaindre, notamment du public, voilà. Mais il a raison. C'est vrai que voilà. Après, c'est pas. Enfin, je veux dire. Plus les Américains gagnent, plus ils aiment une épreuve, et moins ils la gagnent. D'ailleurs, il y a quelques années, c'était un des grands débats, de dire attention, si les Américains gagnent pas, s'ils en gagnent pas une au moins dans les prochaines années, ils vont vraiment s'en désintéresser, ça va devenir un gros problème. Moi, j'ai du mal à le croire, ça. Moi, je pense que quand même, quand il y a le miracle de Medina et des choses comme ça, quand ils perdent à la maison, peut-être que quand ils perdent après, après c'est comme le dit Sébastien, c'est parce que chez eux, c'est chez eux. Voilà. Donc Medina, ça leur a fait plus mal qu'ailleurs, et c'est ce qui a déclenché effectivement une remise en question, un changement de la façon de sélectionner les joueurs. Après. Des gens ont émis 1000 idées. Est-ce qu'il fallait plutôt sélectionner des mecs comme Keegan Bradley, plus en forme mais aussi plus précis, et aussi une purge pour les Européens, on le sait, parce que des waggles interminables qui agacent tout le monde, voilà. Est-ce qu'il faut un vrai sélectionneur plutôt que des sélections automatiques? On a émis 1000 idées. Moi, je pense qu'il y avait de très bons joueurs côté américain. Il se trouve que cette semaine-là, ils ont mal joué pour plein de raisons. Le setup du parcours, effectivement, je suis d'accord avec Benjamin, les mecs sont cramés. Jouer 4 tournois de ce niveau-là en fin de saison, alors qu'on a déjà eu une longue saison de majeur, etc., ça crame complètement. Vous avez plus d'influx. Il y avait 6 Européens quand même en face aussi. C'était pas 100% des Américains et 0% des Européens quand même. Non, mais c'est vrai. Mais honnêtement, si vous regardez, il y avait eu des négos pour voilà. Enfin, en 2008 déjà, c'était au milieu de la FedEx Cup, la Ryder Cup. C'était avant le Tour Championship. Ils avaient gagné. Et sinon, après déjà qu'on sait aux États-Unis, il n'y a pas le décalage horaire, c'est plus facile. Mais effectivement, la FedEx Cup, c'est un autre problème. Après, avant, ils avaient un autre problème, c'est que après le PGA, ils étaient quasiment tous en vacances. Et de toute façon, là, ils avaient l'autre problème, c'est qu'ils arrivaient pour la plupart hyper froids. En gros, ça va jamais quoi pour les Américains. C'est aussi parce que voilà. Enfin, je veux dire. Ils se préparent pas pour la Ryder Cup comme ils se préparent pour un majeur. Enfin, je veux dire, eux, ils mettent une croix sur le calendrier qui est autour des 4 majeurs, éventuellement un peu de la FedEx et du Players. Et le reste, c'est déjà un peu accessoire. Et personne se dit, ouh là là, attention, fin septembre, il y a la Ryder Cup. En tout cas, côté américain. Enfin, moi, je trouve que Seb, quand même, on a quand même entendu pas mal de déclarations où il disait la Ryder Cup, ça compte. La Ryder Cup, on veut la gagner. La Ryder Cup, on veut aller la gagner là-bas. Donc tout ça, c'était pour les journalistes, c'était langue de bois. Oui, mais c'est un peu, oui, évidemment, je les vois pas dire l'inverse. Je vois pas Justin Thomas venir en compte de presse et dire, vous savez, depuis que j'ai gagné le PGA, franchement, au début, ça me rappelait des bons souvenirs de mes années amateurs. Maintenant, la Ryder Cup, je m'en fous. D'ailleurs, je pense pas du tout que ce soit celui qui s'en foute le plus. D'ailleurs, c'est le seul qui est défendu un peu Furyk en disant que c'était la faute des joueurs s'ils avaient perdu cette Ryder. Ouais, non, Finau l'a dit aussi. On a moins bien joué que les Américains, voilà. Que les Européens. Mais c'est vrai. Enfin, il y a un moment, le problème, c'est que dans la défaite, à chaque fois, on remet en cause les wildcards. C'était le cas à Hazeltine. On avait dit mais pourquoi ils ont sélectionné tel et tel Européen. Là, franchement, Compion prend Garcia, tout le monde se dit mais pourquoi? Et puis finalement, il fait une bonne rider. Mickelson, il est quand même pas. Enfin, je veux dire, Mickelson, il est quand même pas très loin à un moment de faire une belle remontée sur Molinari. À ce moment-là, potentiellement, les Américains gagnent les 6 premiers matchs et potentiellement l'issue est. Enfin, je veux dire, c'est du sport de très très haut niveau. Ça se joue quand même à pas grand-chose au final, et ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Et après, évidemment, c'est notre boulot et on vit avec ça de suranalyser les victoires et les défaites. Mais effectivement, à la fin, il y a des Européens qui ont très bien joué, qui étaient surmotivés, et il y a des Américains qui ont sous-performé par rapport à leur niveau actuel. Mais c'est globalement toujours comme ça que ça se passe. À Hazeltine, les Européens, certains n'étaient pas fondamentalement à leur niveau. Et là où c'est génial, c'est quand tout le monde est plus ou moins à son meilleur niveau, comme à Medina, où franchement, pendant 2 jours, les Américains sont en tête, mais c'est parce qu'ils survolent avec un niveau de jeu phénoménal, alors que pourtant les Européens jouent très bien. Voilà, là c'est le top du top et c'est ce qu'on a envie de voir, mais malheureusement dans le sport il y a souvent quelqu'un qui surperforme et quelqu'un qui sous-performe un peu et les deux sont souvent liés en fait.
Allez, rendez-vous en tout cas en 2020. On parle déjà des futurs capitaines possibles, notamment pour l'équipe américaine. On parle de Fred Couples ou de Steve Stricker, des choix logiques selon vous, messieurs, Arnaud, Sébastien. Stricker, oui, Stricker, il traîne quand même. Il est impliqué aussi bien en President's Cup qu'en Ryder Cup. Il est très copain avec tout le monde. C'est un joueur hyper respecté. Trois participations en Ryder et 2 fois vice-capitaine en Ryder, Steve Stricker. Voilà, donc il est très bien. Il est encore, ce que la PGA of America a souvent privilégié, c'est des joueurs, qui arrivent vers les seniors, mais qui sont encore tout proches de leurs belles années, on va dire. Couples, ça fait déjà quelques années qu'il a un peu quitté le circuit PGA Tour. Donc il est un peu moins, je dirais, dans le moule des capitaines tels qu'ils ont été sélectionnés. Sauf Tom Watson qui avait été un peu le test voulu par Ted Bishop, surtout le président de l'époque de la PGA of America, et très controversé président de la PGA of America. Donc Stricker, c'est un peu un no-brainer. Je pense qu'il sera un bon capitaine. Après, c'est comme tout, il sera un bon capitaine s'il gagne la Ryder à Whistling Straits, et un très mauvais s'il la perd. Mais je pense que les Américains seront durs à battre. Ouais, il y a une petite surprise. Je pense que ça sera encore un peu tôt, mais Phil Mickelson a annoncé un calendrier plus léger à l'avenir. Donc, il va commencer à ralentir un peu le rythme et faire que les épreuves qui l'intéressent, comme fait Steve Stricker depuis 5-6 ans. Donc, il faudra quand même garder un tout petit œil sur Phil Mickelson. Phil Mickelson en tant que capitaine, ça on y c'est croit. possible, ouais, c'est possible. Je pense que c'est évidemment trop tôt. Il va encore en faire une. Il va encore en faire une à domicile. Il a dit qu'en Europe, il en jouera probablement pas, mais on va quand même garder un petit œil sur ses premières perfs dans les mois qui viennent. Ouais, il faut pas l'enterrer. Moi, je le crois tout à fait capable de tout gagner des gros tournois en 2020. Il nous l'a montré. On l'a cru fini 10 fois déjà, Mickelson. Donc, méfions-nous quand même. Allez, merci beaucoup, Sébastien, pour toutes ces informations. C'était super intéressant, Seb. Merci beaucoup. Salut. À très bientôt. Messieurs, une réaction sur le jeu lent. Est-ce qu'il faut pénaliser plus durement, justement en mettant des points de pénalité peut-être pour... Évidemment, il n'y a que ça qui va marcher, c'est mettre des points de pénalité. Jouer en 6 heures, c'est impossible. Mettre 4 minutes pour jouer un coup décisif, ça a probablement coûté le tournoi à Alex Loren, c'est scandaleux. Et c'est toujours pareil, c'est que vous prenez votre temps, vous n'avez rien à faire des autres. Donc c'est aussi un manque, c'est un manque d'éducation. Jason Day l'a dit, lui, il s'en fout. Il dit voilà, moi je prendrai le temps qu'il faudra pour jouer mes coups et voilà. Ancien numéro 1 mondial, c'est pas très classe. Non, c'est scandaleux et c'est encore une fois vous gênez les autres, donc vous embêtez le public et puis vous gênez vos partenaires, donc c'est anti-golfique au possible. Martin, pénalité. Une réaction là-dessus? J'ai juste envie de jeter JB Holmes dans le lac, voilà. Parce que oui, c'est évidemment antisportif, mais le souci, c'est que c'est quelqu'un qui est réputé comme lent à la base, et que déjà, il jouait en dernière partie d'un tournoi. Évidemment, il y a de l'enjeu. Évidemment, les dernières parties sont habituellement un poil plus lentes, mais là, on parle d'une partie de golf à 3 en 6 heures, quoi. À téléviser, je veux dire, c'est comme un pro-am. C'est le pire exemple qui soit pour les gamins qui regardent ça et qui se disent JB Holmes il met 4 minutes à jouer un coup, moi je peux faire la même et puis ça pose pas de problème, quoi. Donc non, c'est d'une pas classe, pas sportif, c'est pas un bel exemple pour les gamins, et puis ça sert à quoi? Surtout pour faire un lay-up, c'est-à-dire même pas tenter le green en deux, même pas aller jusqu'au bout de son raisonnement. Je veux dire, c'était nul, quoi. Alors nul. Martin, vous parlez de lac, ça on rebondit sur Evian. C'est le problème aussi à Evian, où vous jouez. Les joueurs se plaignent souvent du jeu très lent à Evian. Ouais, c'est souvent le cas parce que Evian déjà comme parcours, il est long. Il est beaucoup en pente, il y a beaucoup de dénivelé, il est fatigant, donc de toute façon ça va ralentir le rythme. Ensuite, les conditions climatiques presque chaque année ont été assez déplorables, c'est pour ça qu'ils vont déplacer le tournoi en juillet pour 2019. Et après, quand c'est difficile, les filles commencent à se gratter, bref, se gratter la tête, et sur le choix de club, le coup à jouer, et c'est horrible parce qu'elles mettent, elles vont mettre 3-4 minutes à décider d'un coup, et c'est pas possible, quoi. D'ailleurs, sur le Tour européen, ils vont faire une action l'année prochaine sur un tournoi avec des timers sur
sur les départs, Martin. Oui, c'est évidemment toujours le Ce sera 40 secondes, je crois. Ouais, c'est déjà le cas. 40 secondes pour un joueur et puis 30 pour celui d'après. 40 secondes quand on est le premier à jouer, et ça c'est déjà le cas de toute façon. Mais je crois que c'est un Autriche, t'as raison Ben, et qui nous confie encore des petites notes. Voilà, c'est notre petite voix interne. Mais oui, le Tour européen est dans la bonne voie avec ces histoires de entre guillemets de bad time qui continuent, ce côté monitoring qui est l'idée, c'est de dire voilà, on vous surveille les gars, et à partir du moment où vous avez je sais plus comment ils appellent ça, mais un carton jaune, un avertissement, une sorte de carton jaune, voilà, d'une tu peux potentiellement te prendre des coups dans la tronche, et comme le disait Johanna dans sa chronique, c'est plus de l'argent qu'il faut leur mettre dans la tronche, c'est des coups, parce que des coups ça veut dire évidemment du classement en moins, enfin, en termes de classement pur, et puis au final c'est de l'argent, mais c'est aussi des points mondiaux, etc. Et donc ceux qui sont lents, on les connaît. Enfin, je veux dire que ce soit sur le Tour européen, le LPGA, le PGA Tour, on les connaît. Et ces joueurs-là, ils seront pénalisés. Le problème, c'est que on les pénalise pas plus que ça. JB Holmes, il met 4 minutes à jouer son coup au 18, mais il met 4 minutes ou il met peut-être 3 minutes à jouer son coup au 10 avant, quoi. Donc, c'est peut-être un peu tard. On le rappelle au Masters, il y a quelques années, c'était le pauvre petit Chinois qui avait été timé et pénalisé parce qu'il jouait trop lentement, et c'était le seul. Ouais. C'était le joueur amateur, c'était un peu injuste. Amateur, juste avant le cut, il avait passé le cut de justesse, mais voilà, c'est le seul qui est pris, et les pros, eux, ils touchent pas. Enfin, JB Holmes, si on lui met 2 points là pour son plus jamais il recommence, et Jason Day, pareil, tout Jason Day qu'il est, tout numéro 1 mondial qu'il a été, voilà, 2 points, et puis ils vont tous accélérer le jeu, tous accélérer leur routine. Comme l'a dit Johanna tout à l'heure, elle aussi elle était un peu lente, elle a accéléré sa routine. Si on fait pareil avec les joueurs du PGA Tour, ils accéléreront leur routine et ils joueront en 4 heures. Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr.